Arrivés par bateau ou sous la semelle d'un voyageur, des insectes invasifs prolifèrent aux dépens des insectes autochtones. Et puis il y a aussi tous ces mammifères considérés comme nuisibles, comme la belette ou le renard. Le débat est rarement serein lorsque les logiques économiques se heurtent aux logiques écologiques. C'est notre grand angle. Saviez-vous qu'il a fallu l'introduction d'une seule reine en France pour que le frelon asiatique ne se répande sur tout le territoire? Elle serait arrivée en 2004 dans des poteries chinoises destinées à un horticulteur français. Nicolas L'Oeil, bonjour. Vous êtes professeur d'écologie. Le frelon asiatique, c'est un peu la bête noire par excellence. C'est le cas typique d'une espèce invasive introduite involontairement en Europe, arrivée d'Asie. 10 ans après son introduction, est-ce que la menace du frelon asiatique est avérée ? Alors c'est une question intéressante et c'est une question qui mérite d'être regardée sur plusieurs plans. Alors la première chose qui est indéniable, c'est la propagation de ce frelon qui maintenant occupe quasiment toute la France, hormis quelques départements de l'Est de la France. Et pour ce qui est de son impact, en fait, il y a une grosse focalisation sur l'effet direct de ce frelon qui est d'attaquer des ouvrières de ruches d'abeilles domestiques. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, on en sait assez peu sur cet animal. Donc j'ai des collègues du muséum qui travaillent sur ce frelon asiatique. Et par exemple, on sait qu'il attaque ces abeilles, mais on sait assez peu évaluer l'efficacité, enfin l'effet réel que ça a sur la survie, par exemple, de la colonie d'abeilles. Il serait intéressant de savoir si cet effet, il est par exemple supérieur ou inférieur à d'autres composantes, par exemple les pesticides que subissent ces abeilles. Mais ce qui m'a encore plus intéressé, parce que moi je suis pas spécialisé dans le frelon asiatique, je suis plutôt sur les réseaux d'interaction, ce qu'on appelle les réseaux d'interaction, c'est-à-dire qui mange qui est allié de qui est en compétition avec qui dans la nature, et comment est-ce que tout ça, ça modifie notre compréhension de la biodiversité. Et en fait, du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qu'on sait de ce que mange ce frelon, qu'est-ce qu'on sait des prédateurs de ce frelon, et du coup, j'ai trouvé effectivement cette étude qu'ont fait mes collègues du muséum, et qui montre que le spectre, en fait, est hyper divers. Il y a 152 espèces d'insectes qui sont mangés par ce frelon. Et donc, la première réaction, ce serait de se dire « Oh là là, mon Dieu !» Quel gros impact. Mais qui mange ce frelon asiatique? Et a priori, des oiseaux insectivores pourraient manger ce frelon. Il y a eu par exemple il y a un rapace qui est spécialisé dans la consommation d'insectes qui s'appelle la bondrée apivore, où il y a eu effectivement des états des lieux qui montrent que la bondrée mange le frelon asiatique. Et du coup, on pourrait se dire gros impact sur ces 152 espèces. Mais en fait, ce qui est montré aussi dans cette étude, c'est que le frelon, il a tendance à attaquer l'espèce qui est la plus abondante. Et ça, du coup, ça équilibre les forces d'interaction. Ce qui est intéressant, c'est que ça équilibre les forces d'interaction entre les espèces, et donc ça veut dire que les effets sont potentiellement complexes sur le réseau d'interaction. Alors vous avez signé une tribune après la publication de la nouvelle liste des nuisibles du gouvernement français, une liste qui a été réactualisée. Alors cette liste implique qu'on peut tuer ces espèces en dehors des périodes de chasse, et ça vous êtes contre, vous dites ça n'est pas possible, on ne peut pas avoir cette vision là de ces espèces, c'est-à-dire dresser en tout cas comme une liste noire des bêtes. Oui, alors tout à fait. Cette liste, jusqu'en 2016, elle s'appelait liste des espèces nuisibles. Elle a été renommée liste des espèces occasionnant des dégâts, susceptibles d'occasionner des dégâts, mais personne n'est dupe. C'est effectivement un procès en nuisibilité. Et en fait, moi, ça me choque. Alors, ça me choque en fait parce que, étant scientifique de l'écologie, je sais pertinemment que la notion d'espèce utile, espèce nuisible a été abandonnée depuis longtemps. Donc, pour moi, c'est un peu comme si on gérait l'économie ou on gérait la médecine avec des idées qui dataient d'un siècle. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on sait très bien que cette notion d'utilité ou de nuisibilité des espèces, c'est une notion qui est artificielle. On ne peut pas dire qu'une espèce est généralement utile ou dire qu'une espèce est généralement nuisible. Donc ça me choque de gérer la biodiversité de cette façon. Si on veut prendre des décisions de gestion, il ne faut pas le prendre sur ce genre de concept. Mais la nuisibilité de certaines espèces, elle est avérée tout de même. Par exemple, sur le moustique tigre, ces moustiques peuvent transmettre des maladies comme des virus comme Zika ou chikungunya. Cette menace-là, elle est réelle. C'est indéniable. En fait, la façon de comprendre cette notion de nuisibilité, d'utilité et pourquoi elle est artificielle, c'est le fait que nous sommes tous focalisés sur un effet direct. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire est indéniable. Le moustique nous pique, le moustique peut éventuellement, dans certains endroits, nous transmettre des maladies. Donc, on a effectivement cet aspect-là.
Le problème, c'est qu'il y a tous les effets invisibles dans le réseau. C'est-à-dire, le moustique, par exemple, va nourrir un certain nombre d'espèces insectivores, des oiseaux, des grands arthropodes, etc. Et ce groupe d'insectivores va créer une régulation naturelle pour des tas d'insectes. Alors certains qui sont nos alliés, certains qui sont des ravageurs pour nous. Et donc il a un rôle dans le réseau. Et il alimente également progressivement tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire les prédateurs de ces insectivores, etc. Donc il joue un rôle dans le réseau. Et c'est pour ça que l'écologie moderne, elle a arrêté de raisonner en termes spécifiques, elle raisonne plutôt en termes de gérer des réseaux. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir un réseau qui fonctionne bien, avoir une bonne biodiversité. Donc vous voulez dire que ces insectes, finalement, arrivent à trouver leur place. Comment font-ils d'ailleurs pour proliférer alors qu'ils ne sont pas dans leur contexte géologique ou géographique d'origine? Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles une espèce devient invasive. Alors dans le cas du moustique tigre et dans le cas de nombreux envahisseurs actuellement, je dirais du sud, qui nous viennent du sud, ce sont des contraintes abiotiques, c'est-à-dire c'est climatique, c'est-à-dire c'est le changement climatique humain qui fait que en fait, les espèces remontent vers le nord, c'est-à-dire elles ont besoin d'une certaine température, et les températures remontent toutes vers le nord à cause du réchauffement climatique. Donc vous avez un tas d'espèces qui remontent, c'est une tendance qui est amplement observée. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'arrête, c'est-à-dire on peut lutter contre ce moustique tigre, mais malheureusement, tant qu'on n'aura pas stoppé ou renversé le changement climatique, eh bien, il continuera à se propager et à monter en latitude et en altitude. Quelle est la proportion de l'arrivée de ces espèces dites invasives, ou en tout cas de ces espèces exogènes ? Alors c'est assez difficile à savoir parce que, au fait, une espèce commence généralement par arriver sous forme de propagule. Donc vous parliez par exemple de cette reine là pour le frelon asiatique, mais très souvent par exemple pour des plantes, ça peut être un individu ou deux ou même quelques graines. Pour éventuellement, il y a un certain nombre d'organismes qui sont transportés par les bateaux dans les ballasts et relâchés dans les ports des espèces aquatiques. Et là, du coup, ça arrive sous forme d'œufs, par exemple, ou sous forme de larves. Et du coup, on ne sait pas exactement la proportion qui disparaît à ce stade et qui ne s'implante jamais. Mais on estime que, en fait, une espèce devient invasive très, très rarement. Et surtout, une espèce invasive montre clairement cet effet en fait, du réseau. C'est-à-dire qu'une espèce invasive, généralement, elle ne pose aucun problème dans son pays d'origine. Elle est régulée souvent par des pathogènes, des prédateurs, etc. Et elle ne pose des problèmes que dans le pays d'arrivée parce qu'elle n'a pas cette régulation. Donc ça montre bien qu'en fait, l'effet, il est lié au réseau. Il n'est pas simplement lié à la bestiole, il est lié au réseau. Donc ça veut dire qu'elle ne peut être invasive que si elle arrive à s'insérer dans, dans son nouveau milieu. Alors, donc finalement, est-ce qu'elle devient invasive ? Alors effectivement, du coup, elle peut devenir invasive, comme je le disais tout à l'heure, pour raisons climatiques, mais elle peut aussi arriver dans un endroit, par exemple, où elle n'a pas de prédateur spécialiste. Donc ça, c'est un cas, c'est une des hypothèses principales pour les espèces invasives. C'est elle arrive dans un endroit, par exemple, transportée par l'homme ou relâchée par accident, et là ne se trouve aucun pathogène, aucune maladie qui lui est spécifique, ne se trouve aucun prédateur qui lui est spécifique, et du coup, elle est libre de toute contrainte et elle a tendance à se propager. Et du coup, ça prend du temps, mais ce qui est assez souvent observé, c'est que le réseau dans lequel elle s'insère progressivement s'adapte, c'est-à-dire que certains prédateurs commencent effectivement à s'intéresser à elle et à la consommer, donc c'est un processus qui peut être par exemple évolutif, et là du coup vous finissez effectivement par avoir une régulation un petit peu de cette population, mais pendant toute une phase, en fait, vous avez une explosion comme on l'observe actuellement pour le frelon asiatique. Est-ce qu'il existe des introductions accidentelles ou non, heureuses, qui ne sont pas nocives ? Alors, effectivement, ce que j'aurais tendance à dire, encore une fois, c'est que tout est plus mesuré que ça. C'est-à-dire que toute introduction a généralement des effets qui sont positifs et des effets qui sont négatifs. Il y a, par exemple, si je prends un exemple qui est assez difficile aussi, hormis le frelon asiatique, vous avez cette écrevisse américaine, cette écrevisse de Louisiane, qui s'est amplement répandue dans toute l'Europe et qui a un effet direct, qui est d'être plus compétitif que notre écrevisse à nous, que l'écrevisse européenne. Mais d'un autre côté, il semble qu'elle soit consommée par un certain nombre d'animaux, donc des loutres, des hérons, etc. Et en fait, il y a eu une reprise de la loutre et une reprise, par exemple, de la grande aigrette en France. Alors, c'est un peu difficile de dire si c'est complètement lié, effectivement, à l'expansion de cette écrevisse de Louisiane, mais c'est tout à fait possible parce qu'on retrouve effectivement dans l'alimentation de ces animaux-là une grosse proportion, en fait, de ces écrevisses de Louisiane. Donc, elles forment une ressource. Donc, en fait, mon écrevisse, elle a des effets négatifs sur certaines espèces.
l'écrevisse européenne par exemple, et elle a des effets positifs, donc par exemple sur la grande aigrette ou sur la loutre. Alors il y a quand même des scientifiques qui considèrent que ces espèces exogènes représentent la deuxième menace pour la biodiversité après le recul de l'habitat et devant le réchauffement climatique. Vous n'êtes pas d'accord, vous? Alors, il y a un gros débat. En fait, actuellement, les gens se déchirent un peu dans les revues scientifiques. Il y a des gens qui trouvent qu'on a trop focalisé sur les effets négatifs des espèces invasives et pas assez sur les aspects positifs. Et il y en a d'autres qui, effectivement, continuent à mettre en avant ces effets négatifs. En fait, moi, ce que je pense, c'est que comme pour les espèces nuisibles, utiles, etc., en fait, ça n'a pas ce qui est important, c'est le réseau dans lequel s'insère l'espèce. Et donc, je suis persuadé qu'il y a des cas qui sont catastrophiques, c'est-à-dire qu'il y a des cas où l'espèce va arriver et ça va être catastrophique parce que le réseau a une forme particulière. Et puis, il y a des cas où l'espèce va arriver et puis tout de suite, elle va trouver des prédateurs qui sont plus ou moins capables de la gérer. Et du coup, elle ne va pas du tout avoir le même effet que dans le premier cas. Donc je pense qu'en fait, il y a les deux existent, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des cas où une espèce peut être invasive et avoir des très forts effets sur la biodiversité locale, et puis il y a des cas où elle est rapidement régulée, donc je pense que les choses sont moins blanc et noir que ça. Pour revenir à cette liste des nuisibles dressée par le gouvernement, par cette liste réactualisée, il y a des renards, il y a, alors peut-être pas encore... pas les sangliers, mais quand même, ce sont les sangliers, par exemple, représentent une menace pour l'agriculture et pour les agriculteurs. Vous comprenez ça, que des agriculteurs puissent dire, nous, on en a assez, il faut éliminer ces bêtes, ou en tout cas réduire drastiquement. J'ai appris par ailleurs que 850 000 sangliers ont été tués l'hiver dernier. 850 000. Il y en a sans doute autant dans la nature. Oui. Alors, moi, je comprends tout à fait. Hein. Je veux dire, je connais beaucoup de gens qui sont agriculteurs. Moi, je comprends tout à fait les dégâts qui sont occasionnés. Donc, encore une fois, il s'agit d'une interaction directe. Et c'est une interaction qui, bien sûr, est néfaste pour la personne qui l'a subie. Et du coup, toute ma compassion. Néanmoins, vous dites qu'il faut laisser faire. Néanmoins, je me dis, il faut se poser la question de pourquoi cet état. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les sangliers sont en surprolifération. Et j'observe que en fait, les écosystèmes français sont principalement des écosystèmes à deux niveaux trophiques, c'est-à-dire qu'il y a un refus de la prédation, il y a un refus d'avoir des grands prédateurs en France, c'est-à-dire que dès que vous avez effectivement le loup, par exemple, qui commence à s'implanter, et pour lequel on pourrait dire beaucoup de choses aussi sur à quel point il est utile, à quel point il n'est pas utile, etc. Mais en tout cas, il y a des études qui montrent que dans les forêts avec loup et dans les forêts sans loup, on n'a pas du tout les mêmes quantités de sangliers, de cervidés aussi, parce qu'il y a aussi des proliférations au niveau chevreuil ou cervidés, etc. Donc il y a tout un manque de régulation et puis il y a la part de l'homme aussi. Il y a la part de l'homme, effectivement. Mais le recul des forêts a aussi permis à ces sangliers d'aller plus loin pour chercher leur nourriture. Tout à fait. En fait, ces espèces, le renard, le sanglier, sont des espèces qu'on appelle commensales, c'est-à-dire c'est des espèces qui sont liées aux activités humaines, qui profitent d'une certaine façon des activités humaines, qui sont capables d'exploiter la façon dont l'homme gère ses détritus, l'exploitation de son environnement, etc. Donc c'est les quelques espèces qui réussissent dans notre biodiversité. Et du coup, effectivement, elles ont tendance à être abondantes et on ne prend pas ça comme une bonne nouvelle. On décide effectivement qu'ils posent problème et ils posent certains problèmes. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème avec les sangliers ou qu'il n'y a pas, par exemple, de renards qui mangent les poules, ça existe aussi. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'effets négatifs. Ce que je dis, c'est que dans un réseau écologique, vous aurez des effets négatifs, vous aurez des effets positifs. Et malheureusement, ce qui est difficile de faire, c'est l'ensemble, de savoir si vraiment une espèce... C'est de prendre un peu de recul et de regarder un peu à froid et non pas à chaud. Et effectivement, on voit bien que là, il y a quand même deux logiques qui s'affrontent. C'est la logique économique, par exemple des paysans, et la logique écologique qui n'est pas du tout la même et qui n'a pas la même temporalité. Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que même d'un point de vue économique, les choses sont complexes. Donc un travail que je cite dans ma tribune et qui pour moi est marquant, c'est le travail de Peter Yodzis. Et donc Peter Yodzis, il étudie l'effet de l'otarie sur l'anchois, c'est-à-dire l'homme pêche l'anchois. Donc nous, on veut pêcher des anchois. Et donc en fait, c'est un écosystème qui est sud-africain, mais ça pourrait arriver aussi chez nous. Et en fait, du coup, pour avoir plus d'anchois, il était suggéré d'aller tuer les otaries. Et en fait, ça encore, c'est fondé sur l'effet direct. C'est-à-dire, c'est indéniable, mon phoque, mon otarie mange des anchois. Mais en fait, l'otarie mange des prédateurs des anchois, et donc ils aident les anchois en mangeant les prédateurs des anchois. Les otaries mangent des compétiteurs des anchois, et donc ils leur laissent plus de ressources. Et donc, bref, c'est pas facile de savoir si vraiment l'otarie baisse la population ou pas d'anchois. Merci beaucoup, Nicolas L'Oeil, d'avoir été notre invité du Grand Angle.